Voilà, donc on va vous présenter effectivement l'évolution des marchés automobiles donc sur les 9 mois 2025. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ou des remarques. Il n'y a pas de problème, il faut que ce soit un échange même si on fait ça par Teams. Euh, je vous fais très rapidement, parce que ça n'a pas changé depuis le mois dernier, un point macro, donc juste sur les prévisions de croissance du PIB. Elles ont quand même été revues un peu à la baisse au niveau du monde. Elles étaient plutôt stables, là, elles baissent un peu, elles arrivent à 3,1 pour 3,2 pour 2025, 3,1 pour 2026. Mais au niveau de l'Europe, il n'y a pas grand changement. Peut-être au niveau de l'Allemagne, où c'est un peu plus élevé, mais ça reste quand même des croissances assez faibles. En France, on devrait être à 0,7 en 2025. Et il y a l'Espagne et le Royaume-Uni, à la rigueur, qui se détachent et qui ont une croissance prévue pour cette année un peu plus élevée. Je voulais juste vous montrer l'indice de confiance des ménages sur les quatre grands pays européens, parce qu'effectivement, on voit que en France, depuis 2023, en fait, ça n'arrête pas de baisser. Donc les ménages n'ont pas confiance, effectivement, avec un environnement politique qui n'est pas forcément adéquat, et économique également qui est assez compliqué. Et on remarque effectivement que les autres pays, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, sont un peu mieux. Ils arrivent à être plutôt stables et sur une base 100 qui reste autour. C'est vraiment la France dont l'indice des confiances des ménages, même si la consommation reprend un peu, est assez compliquée. Et du coup, on le voit effectivement au niveau du taux d'épargne qui reste toujours très élevé en France. Donc, on est sur du 18,9%. Donc, un haut niveau, hormis le Covid, c'était un niveau qu'on n'avait pas en France ces dernières années. Et du coup, ce qui s'applique au niveau de l'achat, l'opportunité à faire des achats importants, donc c'est la colonne sur le graphique de droite, c'est la courbe rouge, donc on voit qu'elle est toujours en baisse, et donc en fait, les Français n'ont pas prévu faire des achats importants, donc dont l'automobile, et à l'inverse, du coup, l'épargne continue de progresser. Voilà. Donc, si on vient sur le marché mondial, donc sur les 9 mois 2025, on est à près de 64 millions de véhicules légers immatriculés. La bonne nouvelle, donc on est à plus 3,5% par rapport à 2024, c'est que nous avons donc les bulles vertes, ce sont ceux qui sont positifs, et en rouge, ceux qui sont négatifs par rapport à 2024. Et donc, en Europe, nous sommes enfin passés en vert. Et donc, on est à une croissance enfin, c'est plutôt stable, 0,2%. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, on le verra un peu plus tard sur les VP. Les VP eux, sont en hausse de 1,5%, mais c'est les VUL en Europe qui restent en baisse et qui ont du mal, qui sont à moins 10 sur les 9 mois. Et donc, du coup, on a un marché VL stable. Aux États-Unis, on est à plus 4,3% avec 12 millions de véhicules immatriculés, donc c'est plutôt une bonne reprise. On a trois zones qui sont en baisse, donc c'est le Mexique, moins 4%. La Russie, bien évidemment, où c'est en dents de scie et c'est toujours assez compliqué, donc moins 22. Et l'ASEAN, effectivement, où ils avaient fait une bonne année 2024 et 2025 repart à la baisse, donc moins 1,2%. Sinon, les pays asiatiques, Inde, Chine, Corée du Sud, Japon, se portent bien. On a la Turquie qui poursuit et qui est presque à 1 million de véhicules immatriculés sur les 9 mois. Et puis, sinon, en Amérique latine, des croissances, donc près de 1,8 million pour le Brésil, avec une hausse de 3,3%. Mais on va le voir plus en détail dans les prochaines salles. Du coup, là, je vais faire des zooms sur quelques pays. Donc, la Chine, bien évidemment, donc sur les 9 mois, on est en hausse de 13,7%. Et donc, c'est une hausse qui profite aux marques chinoises. Comme vous pouvez voir à droite, donc sur l'histogramme, vous avez l'évolution des ventes par nationalité. Donc, on voit que les Chinois ont présenté 35% de parts de marché en 2019. Donc en 2024, on est passé à 62% et la part de marché progresse donc
euh, les nationalités chinoises, donc on est à 66%. Donc on voit effectivement que du coup, les marques étrangères, elles, continuent de baisser. Les Allemands étaient à 24%, ils sont passés à 13%. Donc on voit effectivement Volkswagen, qui a été le leader sur le marché chinois, représente plus que 9% de part de marché, à comparer avec BYD qui est à 15%. Donc, Volkswagen est vraiment passé, il est passé même derrière Geely, même derrière Chery. Donc c'est vraiment des parts de marché qui diminuent et qui deviennent très compliquées sur un marché qui profitait effectivement à Volkswagen, et qui est en baisse. Les Japonais, donc, on perdit des parts de marché, mais on remarque quand même que Toyota est en hausse de 8,1% par rapport à 2024. Donc, il profite quand même de l'embellie comme General Motors. Sinon, tous ceux qui Ouais, sont Clotilde, effectivement, il y a un truc très intéressant, c'est de voir, bah, c'est ce qu'on disait juste avant qu'on commence l'émission, notre réunion, c'est que les plus touchés sont les premium allemands. On voit Daimler et quand on voit BMW, ils sont en recul énorme. Eux, ils perdent en part, exacts, moins 18 pour Daimler, moins 13 pour BMW. ils perdent Et, 25 points de euh, part de marché, là. et C'est on a énorme. Tesla également aussi qui est en baisse de moins 10%. Pourtant, Tesla, c'est vraiment 100% électrique. Mais ce qui marche bien aussi, on verra juste dans la slide d'après, c'est aussi le PHEV en Chine. Donc effectivement, tous les Chinois profitent de l'embellie du marché et ils ont des belles hausses et c'est plus compliqué pour les autres. Vous voyez ici effectivement l'évolution des ventes par énergie. Donc l'électrique est à plus 43%. On arrive sur les 9 mois 2025 à 6,6 millions de véhicules immatriculés 100% électrique. Et effectivement, le plug-in hybride est arrivé à presque 4 millions. Donc, on a 31% de part de marché, c'est pour le BEV, 18% pour le plug-in hybride. Donc, on a plus de 50% des véhicules immatriculés en Chine qui sont électrifiés et qui profitent effectivement aux marques nationales, donc qui progresse beaucoup. Sur l'histogramme à droite, vous voyez effectivement la variation des 9 mois 2025 par rapport à 2019. Et donc, bah, tous ceux qui sont dans le positif, c'est plutôt les marques chinoises. Et à l'inverse, les marques de nationalité étrangère sont en repli et un beau repli. Donc, Volkswagen, c'est moins 33% par rapport à 2019. General Motors également. On a juste Toyota qui progresse comme les marques chinoises. Donc, on a vu que cette année, il était déjà en hausse, mais il poursuit. Et sinon, effectivement, les autres sont tous avec des fortes baisses par rapport à l'avant-Covid. Pour le marché indien, donc on a un marché donc, qui est stable par rapport à l'année dernière. Après, en 2024, il avait énormément progressé. D'ailleurs, vous pouvez voir que par rapport à 2019, c'est un marché qui a progressé de 51%. Donc, sachant que les premiers, Maruti Suzuki, Hyundai et Mahindra, sont les premiers et on fait des fortes progressions, même si par rapport à 2024, là, on a un repli de Maruti de 3,3% et de Hyundai. Et on a quand même vraiment, euh, hormis les marques indiennes et coréennes, on a Toyota qui arrive, qui représente 8% de part de marché en hausse de 11%, et Volkswagen qui progresse pas mal sur le marché indien, donc 51% en hausse et 2% de part de marché. Et vous remarquerez qu'on ne voit pas beaucoup Renault et Stellantis. Du côté du Japon, donc effectivement, donc c'est un pays où les marques nationales dominent très largement les ventes. Donc c'est Toyota qui reste leader avec 45% de marché et en hausse de 16%. Donc je vous rappelle que le Japon a fait ces dernières années un marché plutôt en repli, un repli de 16% par rapport à 2019. L'année 2024 n'avait pas été très bonne, donc là on revient en 2025. Euh, donc avec donc Toyota, Suzuki qui continue
à dominer les ventes et qui progressent. Du coup, certaines marques se portent un peu moins bien. Honda est en baisse de 7%, Nissan moins 14%. Et donc, il faut attendre quand même les Allemands qui arrivent à avoir 4% de part de marché. Euh, mais sinon, c'est vraiment un marché de marque japonaise. Alors, aux États-Unis, vous l'avez fait voir le mois dernier. Donc, on a toujours la dégringolade du groupe Stellantis, donc, qui est arrivé en 6e position, derrière Honda maintenant, et qui est toujours en baisse donc, de moins 5,3% sur un marché qui est en hausse de 4%. Donc, c'est assez compliqué, effectivement, pour Chrysler. Sachant que vous avez dû voir dans la presse qu'effectivement, Filosa a décidé d'investir sur le marché américain et donc pour essayer effectivement de remonter les ventes sur le marché américain et essayer de gagner un peu de part de marché, parce qu'on voit effectivement qu'on représente plus que 7%, alors que Stellantis était en troisième position, voire même deuxième. Donc, c'est toujours General Motors qui est en premier, qui est leader, donc 17% de part de marché, en hausse de 10%, donc il profite bien de l'embellie du marché. Toyota également, plus 8%. Et Ford qui progresse bien sur le marché américain, plus 7%. Vous avez à droite, effectivement, l'évolution par rapport à 2019. Donc, on voit quand même que General Motors reste stable par rapport à 2019, donc c'est quand même pas trop mal. Mais on a Toyota donc, qui continue de grignoter des parts de marché ces dernières années et qui est à plus 5%. Donc, qui est plutôt pas mal. Et effectivement, aussi à noter Hyundai qui représente maintenant 11% de parts de marché et qui est en hausse par rapport à 2019 de 40%. Chez Tesla, malgré les nouveaux modèles, on est toujours en repli, moins 3,4%, même si on le verra tout à l'heure, je vous ai mis une slide sur les ventes de BEV, où les ventes de BEV ont permis à Tesla de progresser ces derniers mois, mais parce que les aides ont été supprimées, j'en reviendrai tout à l'heure. Du côté du marché brésilien, c'est pas mal d'en parler, puisque Stellantis, c'est un des seuls marchés où il est en progression. Donc, il est à plus 2,5%. Et si vous regardez à droite par rapport à 2019, c'est le groupe est en hausse de près de 35%. Donc, sur un marché en baisse de moins 6,7%. Donc, c'est surtout lié effectivement à la partie Fiat qui progresse bien et qui fonctionne très, très bien sur le marché brésilien. Donc, Stellantis avec 32% de part d'un marché sur le marché brésilien. Suit ensuite le groupe Volkswagen avec 17% de part de marché et une belle hausse, 10,3%. General Motors, c'est moins bien, moins 13%. Et par rapport à 2019, on est même à moins 45%. Donc, General Motors chute sur le marché brésilien. Et on a le groupe Hyundai qui progresse également de 10% par rapport à 2019. Donc c'est pas trop mal. Le marché russe, bah, c'était sur les 8 mois, j'ai pas eu d'actualisation pour les 9 mois, mais rien de changement, je vous laisserai regarder. Et donc sur le marché européen, donc, on a un marché donc, qui a été, au mois de septembre, qui a été pas mal. On a plus 10,7%. Je rappelle qu'en août, on était déjà à plus 4, au mois de juillet, plus 5,9. Donc on a un marché qui revient un petit peu à la hausse après les 6 mois où on était à moins 3,1%. Donc c'est pas trop mal. Et un mois de septembre qui a été pour l'ensemble des pays plutôt bon. Donc, on a eu une progression de 12,8% pour l'Allemagne, 13,7% pour le Royaume-Uni, et 4,2% pour l'Italie. Donc, c'est un marché qui reprend des couleurs. Même si effectivement sur les 9 mois, on a encore des pays donc, qui restent en baisse. Donc la France, moins 6,3, l'Allemagne est stable, même s'il reste effectivement avec plus de 2 millions leaders du marché européen. Donc on a quand même un marché qui revient à la hausse pour cette fin d'année 2025.
Si on regarde donc, qui profite effectivement cette hausse, donc là, on est sur le marché des véhicules particuliers, donc plus 1,5%. Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des VUL, je ne l'ai pas mis ici. Après, si certains le veulent, je pourrais vous l'envoyer. Mais effectivement, le marché du VUL est en baisse, lui, de moins 10%. Donc, Volkswagen, avec 28% de part de marché, reste toujours le numéro 1 sur le marché européen. Il est à plus 4,4%, suivi de Stellantis qui, lui, effectivement, a des parts de marché qui diminuent largement. Donc, on est à moins 5,6%. Et vous pouvez regarder, effectivement, sur l'histogramme de droite, où on voit la répartition des parts de marché par groupe. Donc, en 2019, Stellantis, c'était 23% de parts de marché. Et on arrive en 2025 avec 15% de part de marché. Vraiment une chute du groupe Stellantis. On attend de voir effectivement la stratégie de Stellantis qu'on va avoir en début d'année 2026 pour savoir si effectivement on peut reprendre un peu des volumes sur ce groupe. Renault, d'ailleurs, qui depuis 2019 a une part de marché plutôt stable, est en hausse sur le marché européen, plus 6,9%. C'est une bonne performance. Hyundai est en baisse, mais je vous rappelle qu'en 2024, il avait bien progressé. Et donc là, il accuse un peu le coup, mais du coup, il reste une part de marché assez stable à 8%. À noter, pareil, que pour le groupe Hyundai, Toyota, qui est en chute de moins 5,7%. Après, on verra effectivement que par pays, on ne retrouve pas forcément cette baisse. Et donc, au niveau des marques premium allemandes, on a BMW donc, qui est à plus 5,6% avec 8% de part de marché, qui reste stable depuis 2019. Daimler est stable également. Et à noter effectivement, donc Volvo en baisse de moins 11%. L'arrivée de SAIC, donc SAIC c'est MG qui est à plus 25,7%. Et à l'inverse, donc Tesla, moins 28,5%. Et on verra effectivement que sur l'ensemble des marchés par pays, il reste en repli. Donc, je vous l'ai mis et donc je vous en parle rapidement, effectivement, mais vous regarderez plus en détail si vous souhaitez. Donc, juste pour voir une comparaison un petit peu des marchés allemands et français. Donc, on a un marché allemand, effectivement, où 42% des ventes sont faites par le groupe Volkswagen, qui est en hausse de 2,7%. À l'inverse, Stellantis est à moins 10,4%. Et on peut se poser la question, est-ce que si Stellantis continue à baisser sur le marché allemand, BMW, qui est juste derrière, pourrait lui prendre la place sur le podium, la deuxième place du podium, avec donc un marché, des ventes de BMW qui représentent maintenant 10% sur le marché allemand et Daimler 9%. Donc, c'est la crise, une baisse de moins 1,8%. Et du côté du marché français, donc c'est Stellantis donc, qui est en baisse, donc avec moins 9,5% sur les 9 mois 2025, qui représente 27% de part de marché. Donc, on a maintenant entre le groupe Stellantis et Renault, très peu, on a 3000 véhicules, même pas, 2300. Donc, vous pouvez avoir Renault Je suis algérienne et je suis fière de mon histoire, car la mienne fait partie d'une lignée de résistants. Alors, vous savez. On est. La résistance. Et donc voilà, donc le groupe Renault, lui, progresse bien, on est à plus 1,7%. Stellantis, la dégringolade sur le marché français. On a après pas mal de disparités sur le marché français. On a Peugeot qui est à moins 4, Fiat qui est à moins 46, Citroën qui est à moins 2, donc c'est assez compliqué. Et puis on en a certains qui sont en hausse, Alfa Romeo qui profitent bien, ou des choses comme ça. Et donc, on a le groupe Volkswagen quand même qui est en baisse, moins 3,5%. Donc, c'est compliqué effectivement pour Volkswagen, également sur le marché français. Et donc, Toyota, moins 12,4%, 7% pour. Je reviendrai effectivement sur le marché français
plus en détail. Je vous ai mis également un zoom sur le Royaume-Uni et l'Italie. Vous regarderez rapidement le marché anglais, effectivement, qui est plutôt bon, qui est à plus 4,2% au total, avec près d'1,6 million de véhicules immatriculés. Donc un marché qui profite bien à Stellantis, qui est en hausse de 8,6%. Incroyable. C'est toujours quand même Volkswagen qui reste largement leader. Et puis, on a quand même les marques, vous pouvez remarquer, les marques chinoises qui se portent bien sur le marché du Royaume-Uni. Donc, Geely, c'est Volvo. Mais on a surtout SAIC qui représente maintenant 4% de part de marché, donc CMG, et BYD qui arrive et qui représente déjà 2% de part de marché sur le marché anglais. Sur le marché italien, juste rapidement, effectivement, donc le groupe Stellantis est en baisse de moins 10%, donc toujours très compliqué. Mais sur le marché italien, on a juste quelques groupes comme BMW, Daimler qui se portent bien. Mais sinon, c'est assez compliqué pour l'ensemble des constructeurs. Je vous ai mis l'Espagne et la Pologne, je vous laisserai regarder. Et donc, n'oubliez pas, le marché espagnol est en hausse de 14,7%. C'est un marché qui essaie de rattraper effectivement les véhicules perdus qu'il y avait eu lors des inondations de fin 2024. Et donc, c'est un marché qui progresse pour pouvoir renouveler effectivement les véhicules. Alors, je passe aux ventes de véhicules. Donc là, on est au niveau mondial. Donc, les ventes de véhicules électrifiés, donc c'est BEV plus PHEV. Je vous ai mis les classements des marques des véhicules électrifiés. Donc là, c'est les 8 mois 2025. Donc, c'est BYD qui est en tête au niveau mondial, donc avec 2,6 millions de véhicules immatriculés. On se doute bien qu'on va bientôt, même si pour l'instant, c'est vraiment le marché chinois qui a ces véhicules qui vont bien arriver en Europe, suivi donc du coup de Tesla, donc avec 8% de part de marché. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir l'arrivée des Look Motors qui représentent aujourd'hui 3% de part de marché. Donc Stellantis a quand même fait un bel investissement avec Carlos Tavares, donc qui arrive en 7e position avec 328 000 véhicules immatriculés au niveau mondial. Voilà. Donc, il faut aller. Là, j'ai 2 fois une idée, il a dû y avoir un souci, je vais le refaire. Mais vous remarquerez effectivement qu'on n'a pas Stellantis parmi les 20 premiers. Et si on regarde donc la répartition des ventes en 100% électrique, donc c'est toujours quand même BYD, parce que BYD fait quand même pas mal de PHEV, mais qui reste leader sur les 100% électriques avec 17% des ventes. Toyota, 12,1%. On a Geely ensuite 11%. Donc Geely qui gagne beaucoup de parts de marché et qui devrait peut-être passer devant Tesla l'année prochaine, si Tesla ne remonte pas, parce que Geely continue de grignoter des parts de marché. Donc en 4e position, c'est SAIC, donc 7,5% avec MG. Et on a quand même du coup après les groupes Volkswagen avec 7,4% de parts de marché qui arrivent sur les véhicules 100% électriques. Nickel, vous avez mis les ventes des BEV aux USA, donc avec été un marché donc, en forte hausse donc de 15%, mais il faut se méfier parce que là, les ventes, les aides viennent d'être arrêtées au fin septembre. Donc l'année pour les véhicules électriques devrait être plus compliquée parce qu'il n'y aura plus d'aide pour acheter des véhicules 100% électriques aux USA, sachant qu'on a des grandes disparités par région. On a par exemple la Californie où là, effectivement, le marché est beaucoup plus élevé que dans d'autres régions. Donc, c'est Tesla qui représente les 50% des ventes de véhicules électrifiés, enfin 42% en 2025. Donc, vous avez vu qu'il a baissé en un an, avec des ventes qui sont en baisse de 3,4%. Et à l'inverse, on a des marques qui progressent bien. On a Chevrolet qui est en hausse de 118% sur ses ventes.
Et on a également aussi les premium allemands, donc BMW, qui a vendu près de 36 000 véhicules sur les 9 mois et qui représente 3,4% de part de marché des véhicules électrifiés. Donc, hormis Tesla et Chevrolet, derrière, c'est assez compliqué. Le marché qui a du mal quand même à progresser. Par contre, au niveau européen, donc les ventes de véhicules 100% électriques, donc BEV, ont bien progressé. On est à plus 25,4% sur les 9 mois 2025. C'est en Allemagne qui s'est vendu le plus de véhicules 100% électriques, avec 382 000 véhicules vendus, donc en hausse de 38%. Bonne performance également au Royaume-Uni, avec près de 350 000 véhicules 100% électriques immatriculés, donc en hausse de 29%. Et donc, vous remarquerez effectivement que tous les pays sont en hausse, progressent leur vente de BEV, hormis la France, donc, qui est à moins 0,2%, c'est dans la troisième position. Donc, les véhicules électriques en France restent toujours compliqués. Les PHEV sont en baisse également de moins 26%, alors qu'au niveau européen, on est à plus 32%. En Allemagne, on est à plus 64%. Après, il faut rappeler que en Allemagne, on était sur une année 2024 qui avait été assez compliquée pour les véhicules électriques, sachant que les aides avaient été supprimées. Donc, on était descendu, je crois, à moins de 15%, à 13% de part de marché des véhicules 100% électriques. Donc, là, on est remonté. Vous avez sur la carte de gauche la répartition des ventes par énergie. Donc, les véhicules électrifiés sont en vert, les autres sont l'essence en bleu et le diesel en rouge. Et la part de marché qui est écrite, c'est la part de marché des 100% des BEV. Donc, en Espagne, en Allemagne, on est à 18,1%, donc sur une moyenne, dans la moyenne européenne qui est de 18,1%. En France, on est également à 18,2%, donc on est plutôt bien. Et on a donc toute la partie nord où les ventes, les parts de marché sont assez élevées. Royaume-Uni, 22%, Pays-Bas, 34%. Donc des bonnes parts de marché. On a effectivement Norvège, Suède et Finlande, les pays nordiques qui sont très performants sur les véhicules électrifiés. Et à l'inverse, hormis le Portugal, effectivement, qui a toujours été à part, on a l'Espagne, l'Italie, où du coup, on reste sur des parts de marché qui restent toujours extrêmement faibles, et surtout l'Europe de l'Est, où là, on se doute que tout ce qui est réglementation café et tout ça, les objectifs vont être compliqués à atteindre. D'ailleurs, je dois avoir ça, l'évolution des parts de marché. Donc, vous avez en fond, en couleur foncée, les BEV et plus clair, les PHEV. Donc, effectivement, on voit que au Royaume-Uni, les parts de marché progressent très bien. On arrive donc en véhicules électrifiés, on arrive à 33% de véhicules électrifiés au Royaume-Uni. Donc, c'est très bonne performance du Royaume-Uni. En Allemagne, donc voilà, c'est ce que je vous disais, donc avec la fin des aides, on était descendu à 13% de part de marché des BEV. On est remonté à 18%. Donc, au niveau européen, on a quand même gagné 4%, enfin, un peu moins de 4% de part de marché des BEV. Les PHEV ont progressé, donc on arrive à 27,3% de part de marché au total. Donc ensuite, on a la France qui reste stable tout de même, qui est plutôt pas mal, mais effectivement, l'Espagne, l'Italie et si on pouvait mettre les autres pays, les parts de marché ont du mal à progresser au niveau des BE. Ah oui, je vous avais mis une slide également ici sur les importations Made in China qui ont augmenté effectivement, comme vous pouvez le voir au total, on était à 5,3%, on est passé à 7% du marché européen, mais ce n'est pas du côté des BEV, effectivement,
que les progressions ont été faites, puisque au niveau des BEV, les ventes ont baissé, on était à 24,3%, on est baissé à 16,9%, donc une baisse de 12% des ventes de BEV Made in China. Donc, c'est surtout les véhicules thermiques qui profitent effectivement aux marques en provenance de Chine. Donc, ça peut être également, il y a des Tesla, enfin, il y a des groupes, il n'y a pas que des marques chinoises, mais qui progressent. On a Dacia d'ailleurs, donc qui ont augmenté de 66%. Je vous propose de faire, je vais aller vite, parce que je laisse la parole à Franck, rapidement donc, sur le marché français, donc, qui est toujours en baisse. Donc, on est à moins d'1,2 million de véhicules immatriculés donc, sur les 9 mois 2025, donc en baisse de moins 6,3%. Et on va avoir péniblement du mal à arriver à 1,6 million en fin d'année. Donc c'était un peu les prévisions qui avaient été faites. Donc, avec peut-être, on va, je vous rappelle qu'on a effectivement pour le mois d'octobre, enfin, le leasing social qui a été mis en place à partir du 30 septembre. Donc, on peut imaginer que octobre, novembre, décembre, avec le temps que les livraisons soient faites, pourrait être un peu mieux. D'ailleurs, au niveau des commandes, on voit très clairement que le leasing social, ben là, il n'y avait pas encore de leasing social d'ailleurs en septembre, mais que les commandes déjà ont progressé. On est sur du plus 16,8 au mois de septembre, même si au total sur l'année, on est à moins 6. Mais on peut effectivement, on risque d'avoir une fin d'année un peu mieux, qui devrait rattraper les mois précédents qui n'étaient pas très bons. Je vous ai mis un zoom sur les ventes par canal. Donc, à noter effectivement que c'est les ventes plutôt des entreprises qui sont touchées. Il faut dire que toute la mise en place des réglementations qui ont été faites sont un peu contre euh, les ventes aux entreprises, enfin, ne bénéficient pas. Et donc, on est en baisse de moins 11%. Je vous laisserai regarder ça plus en détail. Vous avez même la répartition par canal au niveau des marques. On voit effectivement que certains groupes, certaines marques profitent plutôt aux particuliers. Par exemple, Dacia, c'est 75% de ses ventes qui vont directement aux particuliers. Alors que chez Peugeot, c'est 29% seulement pour les particuliers et 35% pour les entreprises. Vous avez au niveau des Allemands, Volkswagen, BMW, Mercedes qui sont à 35%, alors que voilà, donc autant en particulier que aux entreprises. Et puis, voilà, je vous laisserai regarder ça. À noter effectivement que MG donc, et BYD, enfin MG est à 67% des ventes, c'est pour les particuliers, et 11% seulement pour les entreprises. Donc, ce sont les particuliers qui se dirigent vers euh, la marque MG. Au niveau des VUL, on est effectivement sur un marché qui est toujours en baisse, moins 8,2%. Donc, c'est toujours un marché assez compliqué. Du côté du marché de l'occasion, donc c'est un marché qui est stable par rapport à 2024, même s'il reste en repli de moins 5% par rapport à 2019. Donc, il a réalisé un très bon mois de septembre au niveau de l'occasion, mais un marché qui se porte assez bien. Et si on regarde la répartition par âge des véhicules, donc les ventes tactiques, on a vu tout à l'heure, donc elles sont en hausse, donc un marché avec les moins de 1 an qui progressent de 4,7%, et qui représentent 5,7% de part de marché. À noter que ce sont toujours les 15 ans et plus qui se vendent toujours très bien, qui représentent 30% de part de marché et qui progressent de 9%. Et si vous regardez sur le camembert de droite, donc les ventes de véhicules de plus de 10 ans, en fait, représentent 50% de part de marché, avec les plus de 15 ans et plus qui représentent 30% et sont en hausse de 45%. Alors que les moins d'un an, les 1 à 2 ans sont toujours largement en baisse par rapport à 2019.
Je vous ai mis l'évolution des ventes des véhicules d'occasion par motorisation. Donc, on voit effectivement que les ventes diesel qui représentaient en 2019 60% des ventes sont descendues à 45%. Donc, c'est avec l'arrivée effectivement de tout ce qui est véhicules électrifiés, alors que l'essence, lui, reste toujours plutôt stable. Donc, c'est les véhicules électrifiés qui prennent un peu de part de marché sur le véhicule d'occasion. Vous avez ici l'évolution des prix. Donc, au niveau des véhicules neufs, on est toujours en hausse donc, par rapport à l'année dernière. Donc, c'était stable cette année, mais c'est toujours en hausse par rapport à l'année dernière. Alors que le prix des véhicules d'occasion, lui, continue à baisser, mais très, très lentement. C'est quelque chose de. C'est pas flagrant. Donc en France, je vous en parlais tout à l'heure, effectivement, donc c'est le seul pays européen où les ventes de véhicules 100% électriques est en repli, donc moins 0,2%, qui représente 18% de part de marché. Et donc c'est surtout l'hybride non rechargeable qui représente 45% des ventes en France, donc qui est en hausse de plus 28,8%. Donc des ventes qui profitent effectivement au PHEV. Et on est donc du coup sur des ventes de véhicules rechargeables, donc à une part de marché de 24,3%. Les infrastructures de recharge, elles augmentent, mais pas énormément. Là, j'aime bien ce tableau, chaque fois que je vous présente tous les mois. Donc, c'est la part de marché des véhicules 100% électriques par marque. Donc, vous avez sur la colonne de gauche les ventes de véhicules électriques, au milieu les ventes de véhicules total pour la marque, et donc la part de marché. Donc, juste, on voit effectivement que Renault a bien progressé avec l'arrivée de la R5, et donc qui est de 25%. Et la part de marché du coup de la marque a progressé, elle était de 16% en 2024, elle est passée à 20%. À l'inverse, chez Peugeot, les ventes de véhicules 100% électriques sont bien en repli, moins 40%. Et donc on le voit effectivement, on était à 19% de part de marché des véhicules électriques. Chez Peugeot, on est passé à 12% en 2025. Citroën, lui, à l'inverse, a progressé, on est passé de 12 à 20. Chez BMW, on est quand même sur des parts de marché assez importantes. On est à 27%. Et à noter que chez Audi, donc les ventes qui ont bien progressé, donc plus de 200%, on est passé de 10% de parts de marché en 2024 à 31%. De même chez Mini, 28 à 40%. À l'inverse, Fiat, avec la 500 qui ne se vend pas plus très bien, on était à 62%, on est descendu à 41%. Chez BYD, avec l'arrêt des aides des véhicules électriques sur les marques chinoises, donc on est passé de 93, même si les ventes ont progressé, mais du coup, c'est des ventes plutôt en thermique qui ont progressé. Donc on est passé avec de 93 à 64% seulement de véhicules électrifiés. De même, pour LG, on était à 70%, on est passé à 14%. Là, c'est les ventes, la même chose. Je vous laisse regarder l'évolution des parts de marché. Les principaux modèles électrifiés, donc c'est effectivement la R5 qui domine le marché avec près de 22 000 véhicules immatriculés. Sur le PHEV, c'est la Cupra Formentor. Et sur les hybrides, c'est la Clio qui continue de progresser et qui fonctionne bien sur les hybrides. Voilà. Je vais laisser la parole à Franck. Je vous ai mis effectivement le graphique du leasing sur les véhicules neufs qui stagne en 2025. Mais effectivement, on devrait avoir, avec le leasing social, une part de marché qui devrait sans doute progresser dans les mois prochains. Il y a un truc qui est marrant à voir, c'est que si tu prends la slide d'avant, chez PSA, tu sais, on se posait la question il y a un an, la C3 va arriver, on va augmenter les parts de marché. En France, ouais, c'est la slide d'avant. Elle n'a pas augmenté les parts de marché de. Non, après. Oui, celle-là. Tu vois, en fait, la C3, elle n'a rien apporté parce que ce qu'elle a pris, elle l'a pris à la 208. C'est assez drôle de voir
qu'en fait, chez Stellantis, on se posait la question, parce qu'on avait anticipé une hausse du poids des 100% électriques du fait de l'arrivée notamment de la C3 et effectivement de la Renault 5. Mais la Renault 5, on savait que bon, elle était positionnée un peu plus haut en termes de prix, mais n'empêche qu'en fait, le résultat des courses, ben non, c'est qu'on est resté en France autour de 18% de part de marché parce que la C3, voire même du côté de chez Fiat, à part la 500 et encore qui ne se vend plus, ils ont des volumes très bas. Voilà, c'est juste une parenthèse pour montrer que chez Stellantis, ils sont toujours à... Stellantis, d'ailleurs, si tu remontes d'une slide plus haut, c'est un de ceux dont le taux, après, ouais, c'est un de ceux dont le taux d'électrification il est le moins élevé, en fait. Il est à 10%, il est en baisse. Il est surtout en baisse, ouais, effectivement, par rapport, vous avez en bleu 2024 et par rapport à 2025. C'est fou, hein? Et Citroën, alors Citroën, il augmente, oui, mais comme Peugeot perd beaucoup, Fiat perd énormément en volume et en taux, bah, on a un Stellantis qui n'est pas terrible du tout en électrique, y compris sur le marché français. Donc moi, j'ai juste un complément d'analyse que je voulais vous donner, qui est une étude qu'on a faite, qu'on a présentée il n'y a pas longtemps, mais que je vais vous donner 2-3 éléments qui sont les éléments qui pour nous intéressent beaucoup et qui sont liés un peu à ce qu'on fait du côté de la rechange, c'est-à-dire au niveau du marché de la rechange de pièces automobiles quand on travaille pour la commission. Parce que quand on travaille pour la commission aftermarket, quand on travaille sur le marché de la rechange, la variable numéro 1, c'est évidemment l'évolution du parc en quantité et en qualité de voiture. Et le parc, il évolue, c'est une problématique de baignoire, c'est-à-dire d'un côté, vous avez des véhicules qui rentrent, c'est évidemment des immatriculations de véhicules neufs, et de l'autre côté, des véhicules qui partent en VHU, qui quittent le parc ou qui sont marginalement exportés, mais qui quittent le territoire national ou qui sont détruits. Et entre les deux, évidemment, le véhicule, il a une vie. Alors nous, on considère qu'il a une vie de 1 à 30 ans. Et il a des caractéristiques. Il a un certain nombre de kilomètres qu'il fait par an, qui n'est pas le même en fonction de son âge. Il a une typologie de moteur qui fait qu'on ne change pas les mêmes pièces au même moment, si c'est un véhicule électrique, un véhicule hybride, un véhicule thermique, diesel ou essence. Et donc, dans cette dimension-là, l'évolution du parc, elle est très liée à ce que Coty vous a montré, c'est-à-dire à l'évolution de la confiance, du pouvoir d'achat, mais aussi évidemment de l'offre des constructeurs et du prix des voitures, qui, je le rappelle, a augmenté de 25% en 10 ans, on va dire, surtout les 3-4 dernières années, mais le prix moyen d'une voiture vendue, c'est 35 000, 36 000 euros. C'était 10 000 euros de moins il y a 10 ans, en 2014. Donc, tous ces paramètres, parmi ces paramètres, il y a évidemment les véhicules qui rentrent. Et dans ce contexte, qui est un contexte économique complexe et contraint, une des parades des constructeurs, ça a été, vous le savez tous, depuis maintenant 5-6 ans, de mettre l'accent sur la LLD pour les entreprises, qui avait déjà un taux de financement qui était de 80-90%, y compris sur les véhicules d'occasion d'ailleurs. J'étais à une réunion de Seaways il n'y a pas longtemps où j'ai appris que sur 100 véhicules en LLD, au niveau des entreprises, il y en a en fait un tiers qui sont des véhicules d'occasion. Alors, c'est de l'occasion récente, mais c'est quand même de l'occasion. Et évidemment, une accélération de la LOA chez les particuliers. À tel point qu'aujourd'hui, lorsque vous allez sur un site internet, on vous annonce même rarement, il faut aller le chercher, le prix de la voiture. Ce qu'on met en évidence en premier, c'est le prix de la LOA. Ça veut dire qu'en fait, le constructeur, si vous voulez, c'est très complexe à analyser. Et alors, nous, on l'a fait sur 180 modèles. Et on a comparé 145 modèles entre 24 et 25, parce que tout simplement, il y a des modèles qui étaient là en 25 qui n'étaient pas là en 24. Et on a pris les offres, donc les 180 premiers modèles vendus sur le marché français, qui sont mis en avant par les constructeurs. Et là, si vous voulez, on a essayé d'en tirer, j'ai essayé de regarder quelles conclusions je pouvais tirer de ce qui se passe. Eh bien, c'est très compliqué, et je vais essayer de vous le résumer de manière la plus simple possible, parce qu'en fait, la LOA, c'est un moyen pour le constructeur à la fois de pallier ses insuffisances, qui peuvent être des insuffisances de marché, comme des problématiques propres à sa gamme, vieillissante ou
tout simplement avec des concurrents qui font mieux que vous, une perception qui n'est pas celle qu'il voudrait avoir auprès de ses clients. Donc, dans certains cas, pour le dire très clairement, on a des LOA qui parfois baissent. Alors, on a fait des calculs, je vous les montrerai, parce que tout simplement, le modèle, il s'écroule un peu sur le marché français. Mais dans certains cas, on a des niveaux de LOA, des montants de LOA qui augmentent alors que le véhicule, il marche très fort aussi. Donc là, c'est pour clairement de maximiser les véhicules qui se vendent très bien. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe quand on est consommateur. Parce que quand vous êtes consommateur, je suis toujours étonné du niveau de la LOA, du niveau des ventes, à peu près 70% aujourd'hui chez les particuliers. Alors, Clotilde vous a montré, les particuliers, c'est 45%. Mais si vous rajoutez les véhicules qui ont moins de 3 mois, qui sont des véhicules 0 km, etc., on est à 60% encore de marché sur le particulier. Il faut rajouter cela. Le particulier, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre eux, il y a une distorsion de perception de la réalité et je dirais de l'impact économique de la LOA, parce que moi, je me suis amusé à faire le calcul sur plusieurs véhicules et je vous garantis que, rationnellement parlant, le calcul n'est pas favorable à la LOA. C'est-à-dire que la LOA, pour vous faire très vite, quand vous êtes sur un 3008 qui vous coûte 21 500 €, le 145 hybride, là, de version proposé, milieu de gamme en termes de finition. D'ailleurs, maintenant, il y a moins de niveaux. Vous lâchez quand même, si je ne dis pas de bêtises, quasiment 22 000 € sur 3 ans pour 30 000 km. Si vous vous amusez à regarder, il n'y a pas forcément dedans l'entretien, ce que vous coûterait la voiture en faisant un peu plus de kilomètres, parce que 10 000, c'est vraiment pas beaucoup pour ce type de véhicule, où pendant 3 ans, vous faites de la vidange et des filtres, et que vous le revendez à une valeur qui est qu'on peut quand même estimer, puisque c'est un véhicule qui est demandé, vous vous dites, mais quel intérêt j'ai à mettre sur un véhicule qui vaut en gros 36 000 €, quoi, en gros. Vous voyez ? Si vous vous amusez à faire ça et à vous dire que dans 3 ans, vous allez refaire une LOA, et que dans 3 ans, la LOA du futur 3008, elle sera encore plus chère qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années, et si vous comparez ce que vous allez dépenser sur 9 ans, c'est en évitant de faire 3 LOA ou 2 ou 2,5, parce que maintenant, on verra qu'ils sont passés sur 4 ans, là, vous vous dites, je vais dépenser quand même beaucoup d'argent. En gros, je suis à 7 000, 8 000 € par an. Sur 10 ans, vous voyez, ça vous fait 80 000 €, le 3008. Il n'y a pas forcément l'assurance. Il y a l'entretien avec, mais il n'y a pas l'assurance. Si vous l'achetez, sur 10 ans, vous faites 10 000 km par an, vous avez un 3008 qui a 100 000 km. Normalement, il ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes. À 100 000 km, on ne change rien de très cher sur une voiture. Et vous pouvez encore le revendre au bout de 10 ans à un certain prix. Alors, sur les 36 de départ, moi, j'estime qu'on peut facilement le vendre encore 8 000 – 10 000 €. Donc, si vous mettez tous ces paramètres ensemble, et même si vous n'avez pas trop de chance et qu'il y a quelques pièces que vous changez, vous vous dites, mais pourquoi diable finalement, ma voiture, je vais la payer le double, en gros. Hein. C'est de ce rapport-là, quasiment, hein, quand vous réfléchissez. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut penser que derrière, soit les particuliers se font embobiner par les vendeurs qui souvent vous disent, mais il ne faut plus acheter la voiture, il faut passer à la LOA, ça ne se fait plus, et vous partez sur le discours du vendeur sans réfléchir. Soit vous êtes tout simplement contraint parce que vous n'avez pas la trésorerie et vous ne voulez pas immobiliser, vous ne voulez pas faire un crédit, ça peut être une alternative, sur un véhicule qui va vous demander 36 000 €, 35 000 € neuf. Donc, le constructeur, il joue là-dessus et aujourd'hui, c'est un élément qui est assez perturbant parce que nous, on a l'habitude de raisonner en termes de prix, mais en fait, il ne faut plus raisonner en termes de prix total final, il faut raisonner en termes de LOA, de montant de loyer. Mais pour autant, si on veut bien prendre le calcul que je vous ai montré, il faut quand même rapporter ça à un prix final. Alors, pour aller très vite, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire, on a 180 modèles. 180 modèles, ils vous sont présentés, ils ont tous une version LOA ou LLD, c'est les mêmes montants pour les entreprises. Je vous ai pris la LOA la plus basse et je vous ai pris la plus haute des modèles qu'on a pris. La LOA la plus basse, c'est la Spring. C'est segment A. Ça vous coûte 113 € par mois. Alors, on a mis le coût total d'une LOA sur la période, en l'occurrence, là, c'est 49 mois. Il y a des LOA, on vous demande 2, 3, 4, 7 000 € au premier loyer. On l'a réincorporé et on l'a divisé sur la durée de la LOA pour qu'on ait un coût total mensuel. OK ? Le calcul, évidemment, qu'il faut. La plus chère, c'est 911. C'est sur 36 mois. Ça vous coûte 3 158 € par mois. Dans les deux cas, c'est un facteur important pour le particulier. Les 49 mois de la Spring, c'est sur 40 000 km.
et la Porsche, c'est sur 45 000 km sur 36 mois. C'est très important de rester dans le kilométrage parce que je vous garantis que dès que vous sortez, vous avez une équation avec un forfait au kilomètre qui feront qu'alors là, votre LOA, vous y laissez votre chemise. Slide suivante, s'il te plaît, Clotilde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on compare le niveau de LEA payé, proposé aux particuliers ou de LLD, sur 145 modèles que je peux comparer, qui ont vraiment le même niveau de finition, c'est la même voiture sur un an. Donc j'en enlève 35 qui sont les nouveaux modèles qui sont arrivés en 2025 et je ne peux pas comparer avec la version 24. On s'aperçoit qu'il y en a à peu près moitié-moitié. Il y en a 77 modèles pour lesquels le tarif il a été à la baisse, mais il y en a 68 pour lesquels il a été à la hausse. La baisse, elle est en moyenne conséquente de 148 € et la hausse, elle est à peu près d'une centaine d'euros. En moyenne, on est à 35 € de hausse du loyer si on prend les 145 modèles. Je ne veux pas rentrer dans un truc qui serait beaucoup trop long et qui ne passerait pas du tout dans ce type de réunion. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, il n'y a pas de règle. Nous, on a essayé de comprendre un peu quels étaient les modèles qui baissaient et quels étaient les modèles qui augmentent. C'est un savant calcul du constructeur. C'est un savant calcul que moi je perçois comment? Que je perçois comme, le niveau des ventes aujourd'hui. Est-ce que votre modèle plonge ou pas? Est-ce que vous voulez que ça continue de plonger ou pas? Ça, c'est directement lié à votre production en usine. Qu'est-ce que vous faites dans vos usines? Comment l'usine est chargée? Un modèle baisse, l'autre augmente. Bon, ça dépend beaucoup de ça. Si vous voulez sauver le modèle, éviter un peu plus de chute, vous êtes enclin à baisser votre LOA. C'est ce qu'on voit dans 80% des cas. Vous baissez votre loyer de 7, 8, 5%, ça dépend, 10% parfois. Ce qu'on voit, c'est qu'en même temps, le constructeur, il a une autre variable qui est le temps de LOA. Et là, on voit qu'il y a une accélération, notamment chez Stellantis, où chez Stellantis, ils ont fait pratiquement sur tous leurs modèles, ils sont passés de 36, 37 à 49 mois. À la fois sur les modèles qui stagnent, les modèles qui baissent, comme les modèles qui marchent fort, comme le 3008. Pourquoi? Parce que clairement pour eux, là, ce qu'on perçoit, c'est qu'ils verrouillent le client. C'est-à-dire que vous arrivez, votre 3008, on vous le proposait sur 30 000 km, maintenant on va vous le proposer sur 49 mois, plus 36, et ça va être 40 ou 45 000. Pourquoi? Parce que probablement Stellantis a fait son calcul, et il s'est rendu compte que quand la voiture revenait au bout de 3 ans, qu'elle a que 3 ans, 30 000 km, il en voulait encore un certain prix, probablement que le marché n'était pas là derrière. Ou peut-être que le marché était là, et qu'il s'est dit, le marché il est tellement là, que finalement, moi je pense que le marché n'est pas là, parce que sinon il n'aurait pas rallongé. Donc il a rallongé sa durée d'1 an, ce qui permet qu'en fait, quand vous avez 4 années de cotisation de loyer, vous avez payé 63% de la valeur du 3008, alors que si vous venez au bout de 3 ans, vous êtes à 45, et là, le client, il faut y faire passer les 55% qui restent. Et là, manifestement, le client ne va pas être là. Quand le client il arrive et qu'on lui dit, cher ami, vous avez de la chance, j'ai un beau 3008 pour vous, il n'a pas 3 ans, il en a 4, il n'a pas 30 000 bornes, il en a 40 000, mais finalement, je vais vous le faire en valeur résiduelle, non pas à 25 000 € comme j'avais prévu, ou 23 000 comme j'avais prévu de vous le faire, mais à peut-être 20, 21, 18, 19, parce qu'il y a un an de plus, la voiture part beaucoup mieux. Donc on voit que là, le constructeur, en fait, ils utilisent forcément une règle qui est pluguée avec des outils qui sont aujourd'hui très performants, où on voit très bien comment les véhicules d'occasion se vendent, ou au bout de combien de jours, à quel prix, avec quel niveau de remise. Et là, il tire ces données, évidemment, de sa connaissance de son marché dans le réseau. Il y a des voitures aujourd'hui, je ne vais pas vous dire lesquelles, mais qui sont invendables, où les réseaux n'en veulent plus, où ils les vendent avec des prix vraiment très très bas. Donc, dans ce cas-là, le constructeur, en fait, il va jouer avec la durée, le loyer, et donc il va faire un pari sur la valeur résiduelle, plus ou moins risqué. Il y a des voitures pour lesquelles c'est risqué, il y en a d'autres où ça n'est pas du tout, mais il y en a où on sait que les valeurs vont être basses. Donc, les valeurs, quand elles sont basses, ils marquent, si vous voulez, là, ils augmentent la LOA en durée et en montant. Slide suivante, Clotilde. Merci. En fait, qu'est-ce qu'on montre? On montre, par exemple, que si je mets un spectre où je vous mets les 145 off
de la moins chère, donc de la 115 € à celle qui a 3002. Si je prends les 50 premières, en moyenne, on a un loyer mensuel qui est de 300 € sur 42 mois. Et vous voyez, ça augmente un peu. En termes de durée, on était à 40,5 mois. Ils ont légèrement augmenté la durée, mais ils ont globalement baissé le loyer. Si je prends les 100 premières, là, la moyenne, elle est de 411 €. On est également en baisse en montant mensuel, mais on augmente à peu près d'un mois sur l'année. Et si je prends la totalité de mon offre, on est à 674 € et on augmente d'1,5 jour. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, quand on vous fait une LOA, en moyenne, le marché, on vous l'avait montré l'année dernière, on est resté au même niveau. Le constructeur, il prend 53% de la valeur du véhicule TTC, la valeur du véhicule proposé au catalogue, neuf, sans remise. Slide suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? On va passer très vite là-dessus. Vous voyez que ça, c'est un exemple des durées de LOA qui sont passées à 49 mois, c'est-à-dire en général, on a mis un an de plus. Il y a toute une série de modèles, là, vous voyez, dont le prix d'ailleurs, ce qui permet de jouer sur le prix. On augmente d'un an, mais on peut baisser un peu le LOA ou l'augmenter. C'est selon les ventes du véhicule, selon la marge que va faire le constructeur dessus. Si le véhicule marche très fort et qu'il est très demandé, il va maximiser à mort sa durée et sa LOA pour gagner de l'argent alors qu'il en perd sur d'autres modèles. Et on voit globalement, vous voyez, que c'est un moyen finalement de vous faire payer 63% du prix du véhicule parce qu'on est passé de 3 ans à 4 ans. Donc on verrouille le truc. Dernière slide, parce que je ne veux pas trop prendre de temps. Non, celle-là, alors, celle-là, je vous la commente en 20 secondes, juste avant Clotilde, ouais. C'est juste, vous l'aurez, c'est juste pour voir ce que je vais vous montrer derrière en graphique. C'est là où c'est très intéressant, c'est que là, vous avez tout le rapport, le poids, donc la somme de ce que vous avez payé sur la durée de votre LOA, 36 mois, 37, 48 ou 49, divisé par le prix total du véhicule. Et vous voyez que par segment, je vous l'ai mis par segment et par modèle. Ce qui est intéressant de voir, c'est si je prends en pif le C, vous voyez, ça commence avec des modèles qui sont à 30%, comme la Fabia. C'est-à-dire que la Fabia, elle a une LOA très faible, un niveau, parce que je pense qu'ils doivent voir qu'elle doit se revendre très très bien, donc ils se récupèrent en VO. Et ça monte à 70-75% sur des véhicules comme la Focus ou d'autres, donc c'est l'inverse. Soit parce que le constructeur, ça marche bien, mais là, ce n'est pas le cas de la Focus, et il gagne un maximum dessus en se disant, mon truc, j'en profite, tout le monde en veut, je mets une LOA très forte, et malgré tout, je la vends très bien en occasion. Soit je n'ai pas le choix, je suis obligé de mettre une LOA forte au début, parce qu'en occasion, personne n'en veut, et j'ai des prix résiduels très bas. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a une équirépartition incroyable, quel que soit le segment. Il n'y a pas de stratégie de constructeur, il n'y a pas de stratégie de marque, il n'y a qu'une stratégie au niveau du modèle. Et ça, c'est le dernier graphique que je vous montre. Il montre très clairement qu'en gros, c'est la même chose, présenté différemment. Là, vous avez vos, je ne sais pas, il y a les 145 là-dessus, Lucas. Non, il doit y avoir les 180 voitures. Là, vous avez les 180 points. En gros, entre 200 et 600 €, je crois qu'on avait 50% des LEA proposés, je ne sais plus, enfin, on l'avait dit. On vous enverra les éléments. Ce qui est intéressant de regarder, c'est de voir en bas la LEA mensuelle. Par exemple, 400 €. Je prends en pif 400. Vous voyez, c'est la moyenne à peu près du marché. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand vous êtes à 400 €, entre 350 et 500 €, vous avez une cinquantaine de modèles. Et regardez, en fait, vous avez des véhicules. C'est-à-dire pour 400 € par mois, vous pouvez avoir un véhicule. Vous achetez, vous louez un véhicule, où vous payez 40% de sa valeur résiduelle. Et dans certains cas, vous montez à 70 ou 65. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une LOA. En gros, vous avez payé 400 € par mois, un véhicule qui peut coûter 30 000 € comme un qui peut coûter 50 000 €. Pourquoi? Parce que, et c'est par exemple la stratégie plutôt de BMW qui vous met des LOA très intéressantes sur des véhicules qui sont très chers, parce que probablement, forcément, derrière, en occasion, ils les vendent. Ils arrivent à récupérer le résiduel. En revanche, pour en avoir discuté avec des commerciaux, des concessionnaires, c'est très variable d'un modèle à l'autre. Et d'une technologie à l'autre, clairement aujourd'hui, tous les constructeurs vous disent sur l'électrique, on prend le bouillon. Alors il y a des gens comme BM qui arrivent à peu près à équilibrer. Moi, j'ai
j'ai des gens que je connais bien dans les constituants qui disent qu'on ne gagne rien sur l'électrique, le constructeur nous aide. Bon, à la fin, quand on prend la LOA, on est à zéro. Mais aujourd'hui, dans les marges brutes des véhicules d'occasion, en moyenne chez les concessionnaires, c'est 3 250 €, marge positive. Dans ce calcul, on enlève les véhicules négatifs pour lesquels on ne fait pas de marge, et dans tous les véhicules négatifs, il n'y a que de l'électrique. C'est une petite parenthèse. Mais vous voyez, c'est marrant de voir qu'en fait, ça, c'est un moyen très puissant pour le constructeur aujourd'hui, la LOA, par rapport au marché du neuf, par rapport à sa liaison, par rapport aux usines. On voit très bien, par exemple, quand vous avez une usine qui tourne à 300 000, vous avez 400 modèles dedans. Si l'usine tourne et qu'il y a un modèle qui s'effondre, vous n'allez pas forcément chercher à baisser sa LOA ou à le faire en sorte qu'il se vende s'il y a le modèle d'à côté qui marche. Exemple, chez PSA, vous avez la 308, la 408, etc. Si vous arrivez à équilibrer votre truc. Donc, ça dépend vraiment de sa stratégie, de comment fonctionne le modèle, comment il peut se récupérer sur un modèle qui fonctionne bien. Parfois, vous avez vraiment des niveaux de LOA qui sont très élevés sur des modèles qui marchent. Et puis, vous avez des niveaux de LOA qui sont très élevés sur des modèles qui ne marchent pas, parce que sinon, ils perdent tout, donc ils sont obligés de tirer dessus. Et c'est donc complètement variable. Et ça, on voit qu'il y a un marketing de la décision et du prix qui est assez fin. Et qui fait aussi, alors je pense, dernier mot, et j'arrête tout de suite, il y a un élément évident, à mon avis, qui est évident, et je relis avec ce que Clotilde a dit avant, c'est que tous les constructeurs, et moi je pense, et je suis d'accord avec eux, je n'aurais pas posé la question, mais ça se lit quand on voit un peu leur positionnement, ils jouent sur le fait qu'aujourd'hui on a un marché, et ça je fais le lien avec l'aftermarket, qui est bas dans le neuf. Ça fait 5 ans qu'on perd le bouillon, on a perdu 3 millions de voitures. Mais à la commission aftermarket, ça a des impacts énormes sur la partie rechange. Il est clair que certains se disent, de toute façon, dans 3-4 ans, même si ma voiture ne se vend pas très bien aujourd'hui, qu'elle n'est pas très sexy, qu'elle n'est pas très vendue, il va y avoir une telle pénurie sur le marché et le consommateur, il sera obligé de prendre une voiture, un peu comme on l'a connu pendant le Covid, et il sera obligé de mettre un prix conséquent parce que de toute façon, il n'y aura pas d'offre. Donc, je suis convaincu qu'aujourd'hui, même des voitures qui ne rencontrent pas le succès, qui ont des LOA basses, ils se disent, mais dans 3 ou 4 ans, il sera bloqué, il faudra bien qu'il change sa bagnole qui a 20 ans. Et même ma Mégane, bon, en l'occurrence, ce n'est pas le bon exemple parce qu'elle est électrique, mais même mon modèle qui ne marche pas très bien, ma C4 machin, que je vends aujourd'hui très difficilement, dans 3 ans, je la vendrai plutôt pas mal parce que de toute façon, des voitures qui ont 3-4 ans et qui ont 40 000 km, il n'y en aura pas beaucoup, il y en aura très peu, et les clients, ils seront là-dessus. Pour toute une série de raisons que vous connaissez, notamment la structure des revenus, etc. Voilà, j'ai un peu débordé, mais je voulais juste vous sensibiliser là-dessus. C'est un peu un sujet complémentaire qui touche plus à l'aftermarket, mais je pense que c'est une info qui est, à mon avis, pas intéressante à vous donner. Voilà, donc on va vous présenter effectivement l'évolution des marchés automobiles donc sur les 9 mois 2025. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ou des remarques. Il n'y a pas de problème, il faut que ce soit un échange, même si on fait ça par Teams. Je vous fais très rapidement, parce que ça n'a pas changé depuis le mois dernier, un point macro. Donc, juste sur les prévisions de croissance du PIB, elles ont quand même été revues un peu à la baisse au niveau du monde. Elles étaient plutôt stables, là, elles baissent un peu, elles arrivent à 3,2 pour 2025, 3,1 pour 2026. Mais au niveau de l'Europe, il n'y a pas grand changement. Peut-être au niveau de l'Allemagne, où c'est un peu plus élevé, mais ça reste quand même des croissances assez faibles. En France, on va être à 0,7 en 2025. Et il y a l'Espagne et le Royaume-Uni, à la rigueur, qui se détachent et qui ont une croissance prévue pour cette année un peu plus élevée. Je voulais juste vous montrer l'indice de confiance des ménages sur les 4 grands pays européens. Parce qu'effectivement, on voit que en France, depuis 2023, en fait, ça n'arrête pas de baisser. Donc, les ménages n'ont pas confiance, effectivement, avec un environnement politique qui n'est pas forcément adéquat, et puis économique également qui est assez compliqué. Et on remarque effectivement que les autres pays, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, sont un peu mieux.
ils arrivent à être plutôt stables et sur une base 100 qui reste autour. C'est vraiment la France dont l'indice des confiances des ménages, même si la consommation reprend un peu, est assez compliquée. Et du coup, on le voit effectivement au niveau du taux d'épargne qui reste toujours très élevé en France. Donc, on est sur du 18,9%. Donc, un haut niveau, hormis le Covid, c'était un niveau qu'on n'avait pas en France ces dernières années. Et du coup, ce qui s'applique au niveau de l'achat, l'opportunité à faire des achats importants. Donc, c'est la colonne sur le graphique de droite, c'est la courbe rouge. Donc, on voit qu'elle est toujours en baisse. Et donc, en fait, les Français n'ont pas prévu faire des achats importants, donc, dont l'automobile. Et à l'inverse, du coup, l'épargne continue de progresser. Voilà. Donc, si on vient sur le marché mondial, donc sur les 9 mois 2025, on est à près de 64 millions de véhicules légers immatriculés. La bonne nouvelle, donc on est à plus 3,5% par rapport à 2024, c'est que nous avons donc les bulles vertes, ce sont ceux qui sont positifs, et en rouge, ceux qui sont négatifs par rapport à 2024. Et donc, en Europe, nous sommes enfin passés en vert. Et donc, on est à une croissance enfin, c'est plutôt stable, 0,2%. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, on verra un peu plus tard sur les VP. Les VP eux, sont en hausse de 1,5%, mais c'est les VUL en Europe qui restent en baisse et qui ont du mal, qui sont à moins 10 sur les 9 mois. Et donc, du coup, on a un marché VL stable. Aux États-Unis, on est à plus 4,3% avec 12 millions de véhicules immatriculés. Donc, c'est plutôt une bonne reprise. On a 3 zones qui sont en baisse. Donc, c'est le Mexique, moins 4%. La Russie, bien évidemment, où c'est en dents de scie et c'est toujours assez compliqué, donc moins 22. Et l'ASEAN, effectivement, où ils avaient fait une bonne année 2024 et 2025 repart à la baisse, donc moins 1,2%. Sinon, les pays asiatiques, Inde, Chine, Corée du Sud, Japon, se portent bien. On a la Turquie qui poursuit et qui est presque à 1 million de véhicules immatriculés sur les 9 mois. Et puis, sinon, en Amérique latine, des croissances, donc près de 1,8 million pour le Brésil, avec une hausse de 3,3%. Mais on va le voir plus en détail dans les prochaines salles. Du coup, là, je vais faire des zooms sur quelques pays. Donc, la Chine, bien évidemment, donc sur les 9 mois, on est en hausse de 13,7%. Et donc, c'est une hausse qui profite aux marques chinoises. Comme vous pouvez voir à droite, donc sur l'histogramme, vous avez l'évolution des ventes par nationalité. Donc, on voit que les Chinois représentaient 35% de parts de marché en 2019. Donc en 2024, on est passé à 62% et la part de marché progresse donc, sur les nationalités chinoises. Donc on est à 66%. Donc on voit effectivement que du coup, les marques étrangères, elles, continuent de baisser. Les Allemands étaient à 24%, ils sont passés à 13%. Donc on voit effectivement Volkswagen qui a été le leader sur le marché chinois, représente plus que 9% de part de marché, à comparer avec BYD qui est à 15%. Donc Volkswagen est vraiment passé, il est passé même derrière Geely, même derrière Chery. Donc c'est vraiment des parts de marché qui diminuent et qui deviennent très compliquées sur un marché qui profitait effectivement à Volkswagen et qui est en baisse. Les Japonais donc, on perdit des parts de marché, mais on remarque quand même que Toyota est en hausse de 8,1% par rapport à 2024. Donc, il profite quand même de l'embellie comme General Motors. Sinon, tous ceux qui sont... Ouais, Clotilde, effectivement, il y a un truc très intéressant, c'est de voir, c'est ce qu'on disait juste avant qu'on commence l'émission, notre réunion, c'est que les plus touchés sont les premium allemands. Daimler et quand on voit BMW, ils sont en recul énorme. Eux, ils perdent. Exact. Moins 18 pour Daimler, moins 13 pour BMW. Ils perdent 25 points de part de marché, là. Et on a Tesla également aussi qui est en baisse de moins 10%. Pourtant, Tesla, c'est vraiment 100% électrique. Mais ce qui marche bien aussi
on verra juste dans la slide d'après, c'est aussi le PHEV en Chine. Donc, effectivement, tous les Chinois profitent de l'embellie du marché et ils ont des belles hausses et c'est plus compliqué pour les autres. Vous voyez ici, effectivement, l'évolution des ventes par énergie. Donc, l'électrique est à plus 43%. On arrive sur les 9 mois 2025 à 6,6 millions de véhicules immatriculés 100% électriques. Et effectivement, le plug-in hybride est arrivé à presque 4 millions. Donc, on a 31% de part de marché, c'est pour le BEV, 18% pour le plug-in hybride. Donc, on a plus de 50% des véhicules immatriculés en Chine qui sont électrifiés et qui profitent effectivement aux marques nationales, donc qui progresse beaucoup. Sur l'histogramme à droite, vous voyez effectivement la variation des 9 mois 2025 par rapport à 2019. Et donc, tous ceux qui sont dans le positif, c'est plutôt les marques chinoises. Et à l'inverse, les marques de nationalité étrangère sont en repli et un beau repli. Donc, Volkswagen, c'est moins 33% par rapport à 2019. General Motors également. On a juste Toyota qui progresse comme les marques chinoises. Donc, on a vu que cette année, il était déjà en hausse, mais il poursuit. Et sinon, effectivement, les autres sont tous avec des fortes baisses par rapport à l'avant-Covid. Pour le marché indien, donc on a un marché qui est stable depuis par rapport à l'année dernière. Après, en 2024, il avait énormément progressé. D'ailleurs, vous pouvez voir que par rapport à 2019, c'est un marché qui a progressé de 51%. Donc, sachant que les premiers, Maruti Suzuki, Hyundai et Mahindra, sont les premiers et ont fait des fortes progressions, même si par rapport à 2024, là, on a un repli de Maruti de 3,3% et de Hyundai. Et on a quand même vraiment, hormis les marques indiennes et coréennes, on a Toyota qui représente 8% de part de marché en hausse de 11%, et Volkswagen qui progresse pas mal sur le marché indien, donc 51% en hausse et 2% de part de marché. Et vous remarquerez qu'on ne voit pas beaucoup Renault et Stellantis. Du côté du Japon, donc effectivement, c'est un pays où les marques nationales dominent très largement les ventes. Donc c'est Toyota qui reste leader avec 45% du marché et en hausse de 16%. Donc je vous rappelle que le Japon a fait ces dernières années un marché plutôt en repli, un repli de 16% par rapport à 2019. L'année 2024 n'avait pas été très bonne, donc là on revient en 2025. Donc avec Toyota, Suzuki